Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. C'est une libération pour bon nombre d'Ivoiriens, la fin de l'isolement du Grand Abidjan à partir de ce mercredi 15 juillet. D'autres restrictions restent toutefois en vigueur, vous le verrez. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a démissionné pour des raisons personnelles, une démission acceptée par le président Alassane Ouattara qui salue son engagement au service de la nation. Et puis le président qui a convoqué ce matin un conseil des ministres extraordinaire avec à l'ordre du jour défense, sécurité et l'élection présidentielle à venir. C'est l'une des grandes annonces de ce lundi, le déconfinement du Grand Abidjan à compter de ce mercredi 15 juillet. Les Ivoiriens pourront de nouveau circuler dans le pays sans autorisation préalable. Décision du Conseil national de sécurité qui maintient toutefois l'état d'urgence, la fermeture des frontières maritimes et terrestres ainsi que celle des bars, boîtes de nuit, cinéma et autres lieux de spectacle. Salif Yalekwe. L'isolement du Grand Abidjan levé dans 72 heures. Telle est la décision majeure du Conseil national de sécurité qui s'est réuni ce matin sous la présidence du chef de l'exécutif ivoirien, Alassane Ouattara. La décision a été rendue publique par le ministre en charge de la Santé. Tenant compte de l'opérationnalisation des 5 hubs régionaux de prise en charge à l'intérieur du pays que sont Bouaké, San Pedro, déjà opérationnels, et Gagnoua, Korogo et Abangourou, en voie d'achèvement, le Conseil national de sécurité décide, après avis du comité scientifique, du maintien de l'état d'urgence jusqu'au 30 juillet 2020, du maintien de la fermeture des frontières terrestres et maritimes, de la fin de l'isolement du Grand Abidjan à partir du 15 juillet 2020, du contrôle systématique du port de masques dans les véhicules et les lieux publics, ainsi que l'application des mesures coercitives définies par décret, du maintien de la fermeture des bars, des boîtes de nuit, des cinémas et lieux de spectacle. Cette réunion regrette la non-application de certaines mesures édictées auparavant pour stopper la propagation de la Covid-19, notamment le port du masque, appelant les populations à plus de civisme et de responsabilité. Les mesures barrières, en l'occurrence le port du masque, et la distanciation physique ne sont pas respectées par les populations. Dans le Grand Abidjan, moins de 10% de la population porte le masque. À l'intérieur du pays, le port du masque n'est pas respecté. Le Conseil national de sécurité en appelle encore une fois à la responsabilité individuelle et collective des populations sur l'obligation du port de masque et du respect de la distanciation physique nécessaire pour briser la chaîne de transmission de la Covid-19. Pour casser la chaîne de propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire, les autorités avaient décidé le 29 mars dernier de soumettre à autorisation toute entrée ou sortie du Grand Abidjan. Daniel Kablan-Duncan a remis sa démission au président Alassane Ouattara. Il évoque des raisons personnelles, une démission acceptée par le chef de l'État qui salue par ailleurs son dévouement au service de la nation. Une annonce qui tombe en plein deuil national. Pierre Dipomélin. L'information avait parcouru les réseaux sociaux. Elle est désormais officielle. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire a démissionné dans un contexte de deuil national. Mais l'idée et l'intention de la démission pour convenance personnelle date de février 2020, selon Patrick Hachi, ministre secrétaire général de la présidence. Le vice-président de la République, M. Daniel Kablan-Duncan, a remis au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, sa démission du poste de vice-président de la République, pour des raisons de convenance personnelle, par une correspondance en date du 27 février 2020. Après plusieurs entretiens, dont le dernier a eu lieu le mardi 7 juillet 2020, le président de la République a pris acte de cette démission et a procédé le mercredi 8 juillet 2020 à la signature d'un décret mettant fin
aux fonctions de M. Daniel Kablan-Duncan en qualité de vice-président de la République, conformément à la Constitution, telle que modifiée par la loi constitutionnelle numéro 2020-348 du 19 mars 2020. Le président de la République voudrait rendre hommage à un grand serviteur de l'État, un homme de devoir et d'engagement. Le chef de l'État félicite M. Daniel Kablan-Duncan pour son importante contribution à ses côtés et au service de la Nation, successivement en tant que ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Premier ministre, chef du gouvernement et vice-président de la République. Après l'annonce de la démission, Daniel Kablan-Duncan, collaborateur de longue date du président Alassane Ouattara, a produit un communiqué de presse pour exprimer sa gratitude et rappeler les tâches qui ont été les siennes aux côtés du président de la République. Je voudrais tout d'abord remercier son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, d'avoir bien voulu finalement accepter, après plusieurs rencontres, la deuxième lettre de démission que j'ai eu à lui présenter le 27 février 2020 pour convenance personnelle. Cette acception s'est traduite par sa lettre datée du 8 juillet 2020 et remise dans la soirée de la dite date. Je voudrais ensuite lui exprimer ma profonde gratitude de l'opportunité qu'il a bien voulu m'offrir de travailler, notamment à 2 reprises, à ses côtés, pour servir notre beau pays. Le désormais ex-vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, a été le premier à occuper ce poste depuis sa mise en place par la Troisième République, suite à la Constitution ivoirienne de novembre 2016, votée par référendum. Face à l'insécurité persistante au nord de la Côte d'Ivoire, il a été décidé ce lundi de la création d'une zone opérationnelle nord afin de renforcer la sécurité sur le territoire national. Décision du Conseil des ministres extraordinaire ce jour, un conseil présidé par le chef de l'État et au cours duquel une minute de silence a été observée en hommage au Premier ministre décédé mercredi dernier. Salif Yalekwe, Eric Kimo. Pour cette première réunion gouvernementale, après le décès du chef du gouvernement ivoirien Amadou Gon Coulibaly, 2 sujets principaux étaient à l'ordre du jour, la défense du pays et la prochaine élection présidentielle, avec l'innovation majeure cette année, le parrainage citoyen. À l'entame des travaux, une minute de silence a été observée en hommage à Amadou Gon Coulibaly pour son immense contribution dans la gestion du pays. Concernant le premier point, le Conseil, au regard des attaques répétées à la frontière nord du pays, a décidé de la création d'une zone opérationnelle. Cette zone aura pour objectif de renforcer les capacités opérationnelles des troupes déployées dans le cadre de l'opération Frontières étanches, particulièrement dans la partie nord de la Côte d'Ivoire, de disposer d'un commandement unique pour les opérations militaires et pour toutes les activités relevant de la défense opérationnelle du territoire en vue d'une meilleure coordination entre l'ensemble des forces de défense et de sécurité en service dans la zone concernée, d'organiser la défense civile en matière de lutte contre le terrorisme et d'en assurer la coordination avec les opérations militaires, de créer les conditions des longs séjours des officiers à responsabilité pour une meilleure connaissance du terrain, des populations, des différents animateurs et coordonnateurs des opérations. Autre sujet à l'ordre du jour, le parrainage pour tout candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le Conseil a adopté un décret ce jour fixant les modalités d'organisation de la collecte des signatures. Pour chaque candidat à l'élection présidentielle de 2020, les électeurs qui parrainent doivent être issus de 17 régions ou districts et représenter au moins 1% de l'électorat pour la région ou le district concerné. L'institution d'un coordonnateur central désigné par le candidat à la candidature est chargée de centraliser les listes de signatures recueillies par région et district autonome. L'institution d'un collecteur régional et de collecteurs délégués également désignés par le candidat à la candidature, chargés respectivement de centraliser les listes de signatures
au niveau du district et de la région, au nom et pour le compte du candidat à la candidature, et de recueillir au niveau du département, de la sous-préfecture, de la commune ou du village les signatures pour le dit candidat. L'obligation pour le candidat de mentionner les régions ou districts autonomes où le parrainage a été obtenu ainsi que le pourcentage d'électeurs y ayant parrainé la candidature. L'obligation d'indiquer l'identité des électeurs qui parrainent la candidature et l'impossibilité pour l'électeur de parrainer plus d'un candidat. L'élection présidentielle d'octobre 2020 est très attendue en Côte d'Ivoire. Les candidats ont jusqu'au 1er septembre pour déposer leur dossier de candidature à la commission électorale indépendante. Après les épreuves orales du BEPC, les épreuves écrites ont débuté ce lundi matin. Ambiance dans un centre d'examen avec Timé Danger et Eric Kimo. Top départ des épreuves écrites du BEPC, brevet d'études du premier cycle 2020. Dans cette salle du centre ouvert au Collège moderne du Plateau, l'attente des sujets est stressante. L'angoisse se lit sur les visages et dans la voix. Bon, je suis un peu stressée. Oui. L'examen, c'est comme les autres jours de classe, les examens, tu ne pas avoir peur en tout cas. Et donc, bonne chance à tous les élèves. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils vont donner. Peut-être que ce n'est pas tout que j'ai bossé. Cette réalité n'échappe pas au directeur de cabinet du ministère en charge de l'Éducation nationale. N'ayez pas peur. Quand on est en situation d'examen, il faut avoir peur de la peur. Soyez serein, comprenez que c'est une épreuve comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est le dernier devoir de l'année. Donc on vous souhaite bon courage. Dans le bâtiment en face, une salle ouverte pour les personnes vivant avec un handicap. La sérénité y est de mise. Au lycée Notre-Dame du Plateau et au lycée moderne de Trècheville, les élèves affrontent la deuxième matière du jour, les sciences physiques et chimie. Le stress dompté, des candidats crient déjà victoire. La première partie était comme ça, presque facile parce que j'étais français, j'ai pris rédaction. Rédaction c'était un peu facile. Maintenant la deuxième matière, je peux dire c'est la plus facile des deux matières. J'ai fini à 1h. Normalement c'était 2h, mais moi j'ai fini à 1h. Donc, BPC en avant. Les épreuves sont très bien passées. Tout était facile au fait. On a bien commencé. J'espère avoir mon examen. Cette année, c'est bien passé. Tout était bien. C'est déjà assuré. S'il y a la prière, Dieu, tout est déjà assuré. Notons que ce sont 503 472 candidats répartis dans 799 centres sur tout le territoire national qui sont à l'assaut du BEPC 2020. Pour la session précédente, étaient en lice 420 674 candidats, dont 241 103 admis, soit un taux de réussite national de 57,31%. On saura le mardi 28 juillet prochain, date de la proclamation des résultats, si les candidats de la session 2020 feront mieux qu'en 2019. Et ce nouveau bilan de la Covid-19 en Côte d'Ivoire, 106 nouveaux cas enregistrés ce lundi, 0 décès et 156 personnes guéries. Comme donc affiché sur ce graphique, la Côte d'Ivoire compte sur son territoire aujourd'hui 12 872 personnes positives à la maladie à coronavirus, dont 6 810 guéris, 84 personnes décédées. Et pour rappel, le virus ne se déplace pas, ce sont nous les humains qui le déplaçons. C'est pourquoi, et pour le bien de tous, il faut s'efforcer à respecter les mesures barrières. Et puis la Covid-19 et son impact sur les projets des étudiants voulant partir à l'étranger, en particulier dans les pays anglophones. Les restrictions de voyage ayant compromis les tests et les demandes de visa. Quelle alternative pour les étudiants ivoiriens? Un sujet de Nadja Edja et Mathurin Badé. Cours d'anglais ce matin dans ce centre de langue. Ces 3 étudiants se préparent pour une inscription dans des universités aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Je me suis inscrit pour des études à l'étranger. Le test s'appelle le IELTS. C'est un test qui consiste à
Il va évaluer vos capacités à vous exprimer en anglais sous différentes formes. Je dois préparer un test que je dois passer, ça s'appelle le TOEFL, pour pouvoir évaluer mes connaissances en anglais. Et donc, je dois avoir un score d'au moins 100 sur environ 120. Une ambition à l'épreuve à cause de la pandémie de coronavirus. Ça impacte, ça l'a déjà impacté même, parce que vu qu'actuellement toutes les frontières sont fermées, tous les déplacements sont impossibles. Mais bon, on espère que tout puisse se régulariser à temps. Ici en Côte d'Ivoire, on ne fait que le academic test. Et le UKVIA, par exemple, il faut le faire au Ghana, à Accra. Alors avec la fermeture des frontières, on ne peut pas voyager. Pour les patrons de ces cabinets de formation également, cette situation inédite est difficile à gérer. Vous avez par exemple les universités qui sont fermées. Et la plupart d'entre elles exigent que les étudiants commencent des cours en ligne. Donc la difficulté, c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui, ces universités sont prêtes à accueillir ces étudiants et élèves qui viennent des pays étrangers. Avec cette crise sanitaire, le nombre de tests officiels du TOEFL, qui était environ de 20-25 candidats par session, on est passé à 11 auditeurs. Si cette crise sanitaire met à mal certains centres de formation, pour les universités basées sur un système éducatif anglophone, elle pourrait être une aubaine. Ces écoles promettent d'offrir une éducation de qualité, à l'image de celle dispensée à l'international. C'est un programme qui a le même programme que les universités américaines. Des parents qui ordinairement enverraient leurs étudiants à l'étranger parce qu'ils veulent une certaine qualité d'éducation, aujourd'hui seraient rassurés de pouvoir trouver une école qui puisse procurer l'excellence qu'ils recherchent sur place. Cependant, les responsables restent tout de même inquiets face à cette situation de crise et comptent sur l'État pour la réouverture des salles de classe au moment opportun. En ce qui concerne le Covid-19, il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire, nous subissons tous. Donc je pense que selon ce qui va arriver, on avisera. La semaine dernière, les services migratoires américains ont annoncé la restriction de visa aux étudiants étrangers inscrits dans des universités qui dispenseront uniquement des cours en ligne à la rentrée prochaine. À l'étranger, la contestation à Bamako ce lundi matin, la crise qui se durcit après un week-end meurtrier, 11 morts, 124 blessés. Dans un apparent geste d'apaisement des tensions, les leaders de la contestation ont été libérés cet après-midi. La contestation qui réclame, je vous le rappelle, le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta. Récit de Yili Traoré. Tension toujours palpable dans la capitale malienne, où des tirs nourris ont été entendus ce matin dans le quartier de Badala-Bougou, fief du chef de file de la contestation, pendant que les leaders de la contestation ont été relâchés en milieu d'après-midi sous la pression de la communauté internationale. On est toujours là à Badala-Bougou, à la mosquée de l'imam. Donc toujours les forces de l'ordre sont en train de là, ils sont en train de tirer sur les gens. Et nous, on est prêts à mourir pour cela parce que quand vous regardez même mon œil gauche, moi j'ai reçu un jet de gaz en pleine figure hier et j'étais presque inconscient. Mais aujourd'hui encore, je suis sur le terrain et je suis là pour réclamer mon droit. Pourtant, Lima Mahmoudiko, leader de la contestation, avait lancé dimanche un appel au calme qui paraissait avoir été au moins partiellement entendu à la levée du jour, malgré des incidents épars. Je commence par m'incliner devant la mémoire de jeunes gens qui sont tombés sur le champ de l'honneur et de la dignité. Et ensuite, lancer un appel à toute la jeunesse du Mali et à tout le peuple malien, et les jeunes en particulier, leur demander plus de retenue. Je leur ai dit, depuis le 19, et je le maintiens encore, qu'on peut être fort sans être violent. Je leur demande vraiment de ne pas accepter de tomber dans ce piège de la violence. Il faut nécessairement bannir la violence dans nos actions. Cet appel au calme de l'imam ne semble pas pour autant signifier fin de la lutte politique, loin s'en faut. Le combat que nous menons, c'est pour restaurer la nation malienne. C'est pour encore donner à cette nation sa dignité et son honneur. C'est pour faire en sorte que cette gouvernance catastrophique qui nous a amenés, conduit dans cette situation où le Mali est en train de s'abîmer sous nos yeux,
ne soit pas une réalité, que ça soit un souvenir. Toutes les banques sont restées fermées dans la journée de ce lundi. En revanche, le trafic a repris sur 2 des 3 ponts reliant les 2 parties de la ville au-dessus du fleuve Niger et qui avaient été coupés par la contestation privant les Bamakois d'axes de circulation primordiaux. Aucune des ouvertures de M. Keïta, 75 ans, président depuis 2013, n'a jusqu'alors fait retomber la fièvre, au contraire. Les violences ont fait jusque-là au moins 11 morts et des dizaines de blessés. Et puis l'Afrique du Sud réimpose un couvre-feu face à une recrudescence de la maladie à coronavirus. Le président Cyril Ramaphosa interdit par ailleurs à nouveau la vente d'alcool. Le pays est le plus touché en Afrique avec près de 300 000 cas de coronavirus enregistrés. Yéli Traoré. Au moins 12 000 cas de contamination au coronavirus enregistrés chaque jour ces dernières semaines. Le chef de l'État sud-africain a, en conséquence, décidé de suspendre à nouveau et, avec effet immédiat, la vente et la distribution d'alcool et, à partir de lundi, de réimposer un couvre-feu de 21h à 4h et d'interdire les visites familiales. The storm is upon us. La tempête est à nos portes. Plus d'1/4 de million de Sud-Africains ont été infectés par le coronavirus. Et nous savons que beaucoup d'autres infections sont passées inaperçues. Les restrictions imposées en mars pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus dans le pays le plus touché d'Afrique avaient été en partie levées en mai, dont la vente d'alcool. Nous avons désormais décidé que la vente, la livraison et la distribution d'alcool seront suspendues avec effet immédiat. Il est désormais établi que la reprise des ventes d'alcool a eu pour résultat d'augmenter substantiellement la pression sur les hôpitaux, y compris les unités de soins intensifs, à cause des accidents de la route, de la violence et des traumatismes liés à l'alcool. Le président Ramaphosa se veut cependant rassurant sur le faible taux de mortalité lié à la maladie dans le pays. Pourtant, alors que les infections augmentent de manière exponentielle, il est important de noter que notre taux de létalité de 1,5% est l'un des plus bas au monde. En comparaison, le taux moyen de mortalité dans le monde est de 4,4%. L'Afrique du Sud a enregistré à ce jour 264 184 cas de coronavirus, dont 3 971 mortels. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Excellente soirée à tous.